Today We Live, chapitre 1. Alors ça commence à la table où une petite fille de 6-7 ans mange une tartine et tout d'un coup, il y a le père qui arrive en disant « ils reviennent », on se demande de qui il parle et on va très vite comprendre qu'en fait, nous sommes dans les Ardennes à la fin de la guerre, en décembre 1944. La situation est la suivante, les Allemands ont été rejetés de la Belgique pour retourner en Allemagne. Les Alliés sont là, principalement ce sont les Américains dans les Ardennes, mais von Rundstedt, sur les ordres d'Hitler, fait une contre-offensive et vient profiter de la purée de poids et du temps glacial pour réattaquer la Belgique. C'est la contre-offensive pour aller sur Namur chercher le dépôt, dans les dépôts de munitions et de mazout. Ça, évidemment, ce n'est pas mis dans le livre, c'est le contexte. Et donc, en fait, c'est ce moment-là où il y a la famille qui a récupéré une petite fille, Renée, 6-7 ans, elle est juive. Ils pensaient que tout danger était écarté et donc les gens savent qu'elle est juive dans le village. Et là, les Boches reviennent, ils seront là dans une demi-heure. Panique à bord, panique totale. Le père sait, et tout le monde sait, que si les Allemands arrivent et qu'ils savent qu'il y a une juive, toute la famille va être tuée. Les Allemands, quand ils reviennent, sont vraiment à cran sur les dents. Ils sont extrêmement plus cruels qu'avant, ils commettent beaucoup d'atrocités. Et donc, c'est panique à bord. Le père décide donc de donner Renée, de conduire Renée chez le curé pour se débarrasser de ce danger, sachant qu'en plus, les voisins sont au courant qu'elle est juive et que quand ils vont à la messe, ils lancent des regards plutôt hostiles. Et donc, ça veut dire que la famille sait que ses voisins vont sans hésitation les trahir et dire qu'il y a une juive qui est cachée là-bas si les Allemands les interrogent. Donc, le père prend Renée avec lui, l'amène directement chez le curé. La mère est là un peu estomaquée, en se demandant, enfin un peu chaud le choc, et elle se rend d'ailleurs compte, oh, elle n'a pas ses gants. C'est un détail qui revient par la suite, enfin qui a une influence dans le chapitre 2. Et donc, Renée qui a un regard qui est extrêmement interpellant dans tout le livre, on va en parler de son regard, un regard qui scrute, un regard qui n'a pas peur, un regard de quelqu'un qui a une sagesse, une analyse impressionnante, et d'ailleurs, elle fait un peu peur aux adultes. Et donc, le père arrive chez le curé en disant « Voilà, les Allemands arrivent, ils seront là dans une demi-heure, s'il vous plaît, cachez-la. » Le curé se dit « Mais qu'est-ce que je vais faire avec cette fillette ?» Il est aussi paniqué, et donc il sort avec elle en se disant « Bon, je vais essayer de la donner à des Américains. » Et donc, il voit arriver une Jeep avec 2 Américains. Il leur donne Renée en lui disant « Voilà, c'est une enfant juive, s'il vous plaît, protégez-la. » Et lui, il se casse. À peine le curé parti, les 2 Américains parlent allemand. En fait, ils font partie de l'opération Greif, qui est une opération de camouflage, sabotage. Ce sont en fait des Allemands qui sont parfaits bilingues parce qu'ils ont vécu aux États-Unis ou au Canada, en tout cas dans un milieu anglophones qui se font passer pour des Américains. Et en fait, ce sont des éclaireurs qui viennent repérer les positions américaines, les positions alliées. Ils vont également aller déplacer des panneaux, etc. Donc, c'est vraiment l'idée d'éclaireurs. Et ça fout aussi un peu le bordel parmi la population et parmi les Américains, puisqu'on ne sait pas si ce sont des vrais Allemands, des vrais Américains, ou si ce sont des Allemands déguisés. Et donc, ils parlent allemand, ils disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces petites filles ?» Donc, ils arrêtent le véhicule sur le bord de la route, ils vont un peu plus loin dans le bois pour la tuer, parce que c'est clair, c'est comme ça, il faut la tuer. Donc, ils marchent dans la neige, et ils sont vraiment impressionnés que Renée, elle est si calme, elle est si, on va dire, résignée au philosophe. Et la petite fille, en fait, elle est tenue en joue, elle sait extrêmement bien ce qui va se passer. Renée sait qu'elle va mourir, qu'elle va être tuée. Et elle reste malgré tout zen en tenant son doudou et en pensant à son doudou qui va rester tout seul, abandonné. Mais en fait, elle a vraiment beaucoup trop soif et alors qu'il y a un des 2 Allemands qui la tient en joue pour tirer, eh bien, elle s'abaisse pour prendre de la neige, pour s'hydrater. Le premier Allemand est incapable de tirer, il y a sa main qui tremble. Le 2e Allemand voit ça et est agacé, donc Renée est entre les deux. Et donc, il prend son revolver pour tirer et à ce moment-là, comme il était dos à Renée, il y a Renée qui se retourne, il y a les regards qui se croisent, et il ne sait pas ce qui se passe. Son revolver dévie un tout petit peu et tue son collègue allemand. Et il se dit, mais c'est quoi ce machin? Mais cette idée de regarder son assassin? C'est juste pas possible, quoi. C'est juste, on ne peut pas faire ça. Personne ne fait ça. Même les plus braves, même les plus courageux, ils ont peur et ils ont du mal à regarder de manière extrêmement droite comme ça le futur, enfin l'assassin.
Et elle, cette fillette de 6-7 ans, elle est là, elle se retourne, elle regarde droit dans les yeux. Il a complètement perdu, d'une certaine manière, les pédales. Il ne sait pas pourquoi, mais il sauve la fillette. Et donc, il se dit, mais c'est quoi ce truc? Donc, il dit, ben voilà, j'ai tué un soldat, j'ai sauvé une fillette, je dois déserter. Je ne peux pas rester là dans l'armée, je dois déserter. Et donc, cette personne, qui s'appelle Mathias, ils vont marcher un peu dans la forêt et vont découvrir une cabane. Et ça, c'est le chapitre 2. Il est vraiment étonné de voir le cran de la fillette qui est là, qui marche avec lui comme si elle était en confiance, alors qu'elle a bien compris que c'était un soldat allemand, et on apprendra d'ailleurs par la suite que c'est un SS. Elle sait qu'il pourrait le tuer, enfin qu'il pourrait la tuer, et pourtant, elle lui fait confiance. Et il se dit, mais c'est juste sidérant, en fait, ce truc-là. Et surtout qu'en fait, maintenant, on apprend un peu plus sur Mathias. Mathias, lui, en fait, il aime tuer. C'est vraiment comme il dit parfois, lui, c'est un monstre, c'est une bête sauvage qui adore tuer. Il a tué énormément de gens. Il a tué à main nue, il a tué avec des couteaux. Il fait partie des services secrets allemands, mais dans un commando SS extrêmement spécifique avec un genre de super-héros. Ce sont des gens, on leur donnait des missions impossibles. Et il aime vraiment tuer. Par contre, il déteste tuer des gens qui sont sans défense, parce qu'en fait, pour lui, c'est un jeu de tuer. C'est « ok, je vais essayer de t'attraper, mais ne pas me faire attraper ». La vie, pour lui, est un jeu, c'est un jeu de combat, et il gagne tout le temps pour le moment. Par contre, tuer des gens désarmés, ça n'a aucun intérêt, parce que ce n'est pas un jeu, c'est juste nul, en fait, pour lui. Et donc, voilà, il n'aime pas tuer quand c'est juste des jeunes gens ou des personnes âgées sans défense. D'ailleurs, par rapport à la guerre, il pense que la guerre, c'est vraiment cette fin de guerre, elle est ridicule. Venir comme ça, croire qu'ils vont réussir à reconquérir la Belgique et puis la France, etc. Il faut être complètement débile et idiot pour croire les propos du Führer. Lui, il sait très bien que c'est tout à fait fichu et il ne voit absolument plus l'intérêt de cette fin de guerre. Après, on a le point de vue de René. René, elle dit, en fait, Mathias, oui, elle lui fait confiance. On dirait que c'est un animal sauvage, il est à l'aise dans la forêt. Et elle sent qu'il y a un côté sombre chez lui, mais en fait, c'est ce côté sombre qui lui donne confiance, parce qu'elle ne supporte pas, elle n'a absolument pas confiance dans les gens qui sont trop souriants, milieu, ça va bien ma petite fille, etc., parce qu'ils ne sont pas fiables. Et donc, le fait qu'il ait ce côté sombre, qu'il soit à l'aise dans la forêt, ce côté animal sauvage, et d'ailleurs, elle devine bien qu'il a dû vivre dans la forêt, eh bien ça le met vraiment ça la met en confiance. René et Mathias doivent bien sûr manger, donc ils vont dans la forêt, ils vont arriver à capturer un lièvre. Mathias le tue, le dépèce, et comme il se rend compte que, en fait, la petite fille est glacée, ses mains sont glacées puisqu'elle a oublié ses gants, eh bien, il va dépecer le lièvre et il va donner la peau du lièvre, encore tout ensanglantée, à René afin qu'elle se réchauffe les mains. Et René, en fait, elle n'est absolument pas gênée, elle n'est pas choquée. Ben voilà, elle prend ce lièvre tout chaud encore et ensanglanté pour se réchauffer les mains. Il retourne à la cabane, elle parle avec son doudou et c'est avec le doudou qu'en fait elle communique avec Mathias. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Mathias, il parle anglais, allemand, mais il parle aussi français. Et c'est comme ça qu'ils savent en fait communiquer tous les deux. À un moment donné, ils entendent quelque chose derrière la porte, donc Mathias prudent va voir, prêt à se défendre, et il voit un grand cerf qui vient leur dire bonjour, et Mathias va s'approcher du cerf, il va le caresser, le cerf est tout à fait en confiance et s'en va. Et c'est ça qui va être assez paradoxal chez Mathias, c'est que quand on connaît son passé cruel, où il a assassiné mais d'innombrables personnes à main nue, de sang-froid, et en même temps, par rapport à ce cerf, le cerf lui fait confiance, cet animal sauvage lui fait confiance, et René lui fait confiance aussi. Alors, pendant que René se repose, Mathias coud des gants pour la jeune fille avec la peau de lièvre, comme il a appris à le faire. Donc, on devine clairement qu'il a vécu très longtemps dans la forêt, qu'il sait survivre dans la forêt et qu'il a appris toutes ces techniques. On apprendra plus tard qu'en fait, il a été recueilli par des Indiens au Canada et que donc il a vécu avec eux. On a aussi un petit aperçu de René, de sa philosophie, de sa manière de voir les choses. En fait, René, elle ne croit pas du tout au paradis. Elle dit que quand on est mort, on est mort. Et d'ailleurs, plusieurs fois dans le livre, elle raconte qu'elle a été elle a heurté des adultes parce que, bien sûr, à l'époque, les gens sont extrêmement catholiques. Et donc, si par exemple, on annonce à un enfant que voilà, ses parents sont morts, mais c'est pas grave, ils sont au paradis, et elle dit, mais c'est juste des foutaises, c'est bullshit, ça, il n'y a pas de paradis, quand on est mort, on est mort.
Elle a une lucidité incroyable sur la vie, elle est très très philosophe sur la vie, et en fait, en regardant ses yeux, Mathias se dit, en fait, il a vu beaucoup d'enfants juifs, ils sont tous éteints, les yeux sont éteints, ils se déplacent en longeant les murs, ils sont habités par la peur, tandis que Renée, elle, en fait, elle vit, en fait, elle est différente, elle a un regard transparent et lucide, et ce qu'il remarque aussi, c'est qu'elle a une capacité d'anticipation et d'adaptation impressionnante, qui d'ailleurs lui a sauvé la vie plusieurs fois. Ça, c'est le chapitre 2. Dans le chapitre 3, maintenant, Mathias se dit, mais bon, ok, mais qu'est-ce qu'il va faire de cet enfant? Ok, il faudrait en fait la déposer dans un foyer pour qu'elle puisse être adoptée. Mais Renée, elle ne veut pas quitter Mathias. Elle a confiance en lui pour la première fois. Elle a déjà été dans des orphelinats, dans des pensionnats, dans des familles. Elle n'a jamais eu confiance dans ces gens-là. Avec elle, avec Mathias, elle a vraiment confiance. À un moment donné, du coup, Mathias se dit, si elle ne veut pas être déposée dans un foyer, j'ai pas d'autre choix que de la tuer. Et puis il se rend compte, en fait, il ne sait pas pourquoi, c'est pas de la bonté, ça c'est important, c'est pas de la bonté, c'est juste, il se rend compte, il est juste incapable de tuer cette fillette alors qu'il a tué plein de gens. Ils vont commencer à marcher parce qu'ils se rendent bien compte que c'est juste pas possible de rester dans cette cabane dans les bois pendant longtemps, et donc ils marchent. Et ils vont rejoindre une ferme, ce qui est la ferme de Jules Paquet. Jules Paquet, dans sa ferme, il a accueilli pas mal de gens, des personnes âgées, des enfants, des voisins. Il y a le garde forestier, entre autres, il y a un instituteur. Et donc, il y a plus ou moins une vingtaine de personnes qui se terrent dans les caves de la ferme. On voit très clairement que la ferme a été touchée par les obus. Il y a les étables, les granges qui sont éventrées, une partie du corps de logis qui est effondré. Et dans cette ferme, il y a Jules, sa femme et sa fille Jeanne. Et Jeanne, qui a une vingtaine d'années, elle en a marre d'être enfermée là-dedans, de jamais voir le jour. Mais depuis qu'on a dit que les Allemands étaient tout près, plus personne n'ose sortir. Dans la ferme, il y a une difficulté, c'est pour se nourrir, puisque les gens sont arrivés, quand ils ont entendu que les Allemands arrivaient, ils se sont dit on va aller tous ensemble dans cette ferme où il y a des très grandes caves pour pouvoir se terrer. Le souci, c'est qu'évidemment, c'est l'hiver, c'est la fin de la guerre, les Allemands ont déjà tout pillé, donc il n'y a pas grand-chose pour se nourrir. Et les gens ont faim. Et paf, qu'est-ce qui se passe? Ils voient arriver deux personnes, un Américain et une enfant. Et en fait, c'est ça qui va être aussi important dans le livre, c'est qu'ils se disent, ok, les Allemands sont brutaux, mais les Américains, ils ne sont pas nécessairement plus sympas. Et donc, se dire, il y aura deux bouches en plus à nourrir, et en plus un Américain, parce qu'on parle des Américains, pendant longtemps, on voyait les Américains comme des héros, mais si vous avez un petit peu étudié, lu ou quoi, on s'est bien rendu compte, on en parle maintenant beaucoup plus. Les Américains ont aussi commis des atrocités. Les Américains lors de débarquement, ils ont énormément violé. Ils s'arrogeaient le droit de tout prendre. Et donc, en fait, ils ne sont pas nécessairement toujours plus aimés que les Allemands. Les Allemands, ils commettent des atrocités, ils sont brutaux, donc on les craint. Mais les Américains sont parfois craints aussi. Et comme là, en fait, en plus, ils sont fatigués, il fait froid, il y a cette contre-offensive allemande, les Américains ne sont pas nécessairement plus sympas. Ce qui frappe évidemment Jeanne, Jules et les autres, c'est le regard de Renée, Renée qui observe les gens de manière tellement impressionnante. Et donc, ils sont acceptés dans la ferme. Jeanne, bien sûr, tout le monde devine, bien sûr, que Renée est juive. Et donc, il y a certaines femmes qui commencent à dire « Oui, mais non, mais si les Allemands arrivent, Renée est en danger. » Puisque, rappelez-vous, si on sait qu'il y a une juive qui est cachée, les gens vont tous être tués. Et donc, il y a pas mal de personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas rester là, qu'ils ne veulent pas de juifs parce qu'ils ne veulent pas être mis en danger. Mais Jules, le fermier, dit que c'est lui qui décide, c'est chez lui, et donc si les gens ne sont pas d'accord, ils peuvent partir, mais Renée et Mathias vont rester à la ferme, comme tout le monde. Ça, c'est le chapitre 4. Chapitre 3.